13h en temps universel et partout en Côte d'Ivoire, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu successivement hier mercredi avec ses homologues éthiopiennes et ghanéens, avec la présidente Sahle-Work Zewde. L'entretien a porté sur les défis liés à la sécurité et à l'investissement sur le continent africain. Avec le président du Ghana, le chef de l'État a évoqué les questions régionales et internationales. L'édition 2022 du Forum pour l'investissement en Afrique, initié par la BAD, a ouvert ses portes hier ici à Abidjan, en présence des présidents de la République du Ghana, de l'Éthiopie et du Zimbabwe. C'est le vice-président de la République, Tiemoko Meliet-Kone, qui a ouvert le forum au nom du président Alassane Ouattara. L'exclusion de Ouagadougou du programme AGOA, liant la première puissance mondiale aux pays africains, sera effective à partir du 1er janvier prochain. Joe Biden explique dans une lettre envoyée au Congrès américain qu'il a pris cette décision parce que le gouvernement du Burkina Faso n'a pas fait des progrès continus en vue d'établir le respect de l'état de droit et du pluralisme politique. Je vous le disais au sommaire, le président Alassane Ouattara s'est entretenu hier mercredi avec son homologue éthiopienne Sahle-Work Zewde. Les deux chefs d'État se sont réjouis de l'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie et ont évoqué les possibilités de la consolider et de la renforcer davantage à travers notamment la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Le témoignage de Viviane Haïm. Présente à Abidjan dans le cadre de la 3e édition du Forum pour l'investissement en Afrique, qui s'est ouvert ce mercredi 2 novembre, la présidente de la République fédérale d'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, a été reçue ce mercredi même au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État et son hôte se sont entretenus des relations entre leurs deux pays. Mesdames, Messieurs, voilà, nous avons le grand honneur de recevoir Madame la Présidente de la République fédérale d'Éthiopie, qui est une amie de notre pays et une amie de la sous-région, qui connaît bien notre sous-région, parce que quand elle était ambassadeur au Sénégal, moi j'étais gouverneur. Donc c'est une amie qui nous rend visite. Et, Madame, je suis très honoré que vous ayez pris le temps à l'occasion de ce forum organisé par la Banque africaine de développement, de venir nous saluer. Merci beaucoup, Madame. Merci. Monsieur le Président, c'est un honneur et un plaisir à chaque fois renouvelé que d'être à Abidjan, que je connais depuis 3 décennies, et vous-même, presque de la même période. Je suis venue dans le cadre du forum pour les investissements organisés par la BAD, pour porter le message que l'Afrique est prête à attirer des investisseurs d'une façon générale, et l'Éthiopie aussi en particulier, parce que même au milieu de nombreux défis, il y a toujours des opportunités. Et c'est sur cela que nous voulons capitaliser, puisque la paix, la sécurité et le développement, finalement, ne font qu'un. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là pour apporter notre soutien et pour aussi plaider les possibilités que nous avons dans notre pays. Je ne pouvais pas venir à Abidjan sans vous rendre visite ici chez vous au palais présidentiel. C'est un immense plaisir et merci d'avoir eu le temps pour me recevoir. Nos relations sont de longue date et continueront ainsi. Vous pouvez compter sur notre détermination et nous œuvrerons pour les consolider davantage, vu maintenant avec la ZLECA et tout ça, qu'il nous faut un échange intra-africain beaucoup plus intense. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et j'espère vous revoir bientôt. Élu au suffrage indirect pour un mandat de 6 ans, l'Éthiopie étant un régime parlementaire, Sahle-Work Zewde est depuis le 25 octobre 2018 présidente de la République fédérale d'Éthiopie.
Un reportage de Viviane Aïma, Lamine Dramé et Djama Sow. À la suite de son homologue éthiopienne, le chef de l'État a échangé avec le président du Ghana, Nana Akufo-Addo. Les deux chefs d'État ont ainsi évoqué des projets importants tels que le renforcement de la coopération dans le secteur du cacao pour une revalorisation du prix d'achat aux producteurs, l'autoroute Abidjan-Lagos et le chemin de fer devant relier certaines villes de la sous-région. On voit cela avec Jérôme Kofi Aboulin. À Abidjan, en vue de sa participation au Forum africain sur l'investissement, entre le 2 et le 4 octobre 2022, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a été reçu ce mercredi en fin de soirée par le président de la République, Alassane Ouattara. Cette rencontre a eu pour cadre le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. C'est l'occasion pour le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, de rappeler l'attachement du président ghanéen à la Côte d'Ivoire, tout en indiquant que Nana Akufo-Addo est toujours chez lui ici. Je dois dire que le président Nana Akufo-Addo est un grand ami de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Et surtout, je dois rappeler tout ce qu'il a fait pour notre pays pendant la crise post-électorale 2010, quand il était ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Ghana. Et depuis qu'il est aux affaires au Ghana, nous avons une forte coopération avec tous les nombreux projets, dont le cacao, le chemin de fer et ainsi de suite. C'est un grand honneur, un immense plaisir de le recevoir pour que nous puissions faire un tour d'horizon. Le président du Ghana a pour sa part indiqué être heureux de trouver l'occasion de se rendre une fois de plus sur le sol ivoirien. Il a en outre salué l'opportunité qui s'offre à lui et à son homologue ivoirien de parler d'un certain nombre de perspectives conformément aux relations exemplaires entre leurs deux pays. C'est une visite très courte. On a eu l'occasion de revoir beaucoup de choses sur le plan bilatéral, sur le plan régional et aussi même mondial, de voir exactement où on est avec toutes ces difficultés qu'il y a dans nos pays, dans nos régions, dans notre continent. Il y a une perspective commune entre nous qui fait que les relations entre le Ghana et la Côte d'Ivoire sont basées sur des perspectives très, très importantes qui nous lient. Pour le président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, se retrouver en Côte d'Ivoire et rencontrer le président de la République, Alassane Ouattara, est toujours un plaisir renouvelé. Et le président ghanéen d'indiquer que c'est le signe que les liens historiques entre la Côte d'Ivoire et le Ghana restent très forts et solides. Et je vous le disais également en titre, Tiemoko Meliette Kone représentait le président Alassane Ouattara à la cérémonie d'ouverture de l'édition 2022 du Forum pour l'investissement en Afrique, un forum initié par la Banque africaine de développement. Dans son adresse, le vice-président a relevé le contexte mondial particulièrement difficile dans lequel se tient cette édition de l'AIF. 3 chefs d'État africains étaient présents sur place. Viviane Aïma y était aussi. Voici son reportage. Après 2 précédentes éditions organisées en Afrique du Sud, Abidjan a été choisi pour abriter la 3e édition du Forum pour l'investissement en Afrique qui s'est ouvert ce mercredi 2 novembre pour refermer ses portes le 4 novembre prochain. Ainsi, pendant 3 jours, gouvernants et opérateurs économiques du continent africain discuteront affaires avec des investisseurs internationaux et des grands groupes bancaires et effectueront des transactions. C'est l'objectif de ce forum initié par la Banque africaine de développement et son président, Akinwumi Adesina. Cette 3e édition enregistre d'ailleurs la participation de 8 grands groupes bancaires internationaux de développement. À la cérémonie d'ouverture ce mercredi matin, on notait la présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement qui sont des acteurs clés du développement de leurs États respectifs. Les présidents du Ghana, du Zimbabwe, de l'Éthiopie, les vice-présidents du Libéria, de la Tanzanie, de la Côte d'Ivoire, les premiers ministres du Mozambique, du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire, ainsi que celles de nombreux opérateurs privés. C'est dire l'importance stratégique de ce forum d'investissement pour le continent africain.
Confrontés à un environnement économique mondial et des marchés de capitaux des plus difficiles, les pays africains ont plus que jamais besoin de ressources importantes pour financer les projets transformateurs à même de bâtir leur résilience et leur durabilité. Et ce, dans tous les secteurs vitaux, tels que l'agriculture, l'énergie, la sécurité, les infrastructures et j'en passe. Cela revêt à la fois un enjeu stratégique de souveraineté, de stabilité et de relance économique. Promotrice de l'investissement sur le continent, la Banque africaine de développement. Son président a vanté le partenariat gagnant-gagnant qu'offre aujourd'hui l'Afrique aux investisseurs. Nous sommes ici pour vous envoyer un message très fort à vous, investisseurs. Nous allons atténuer les risques des investissements. Nous syndiquerons des financements autour de ces investissements. Nous soutiendrons vos investissements de bout en bout, des salles de transaction, la facilitation administrative, jusqu'au lancement de vos projets. Vous devriez avoir confiance en l'Afrique. L'Afrique n'est pas aussi risquée que l'on le croit. La perception n'est pas la même chose que la réalité. Les chefs d'État et de gouvernement africains se joindront à vous, les investisseurs, dans les séances en salle de transaction, comme PDG de leur propre pays. Représentant le président de la République Alassane Ouattara, le vice-président Koneti Moko Mélié a ouvert officiellement cette 3e édition avec la note d'espoir qu'elle enregistre une mobilisation de fonds plus importante que lors des 2 éditions précédentes. La présence des chefs d'État et de gouvernement à cette rencontre, aux côtés des différents investisseurs africains et internationaux, est l'une des preuves de notre détermination à créer, ensemble, un environnement économique favorable à la réalisation des investissements nécessaires pour accélérer la transformation du continent africain. Après les 2 premières éditions qui ont permis d'identifier un portefeuille de transactions évalué respectivement à 46,9 milliards de dollars US et 67,7 milliards de dollars US, nous espérons franchir la base de 100 milliards de dollars lors de cette 3e édition. Les différentes interventions ont fait place à un panel d'ouverture qui a réuni sur un même plateau les présidents du Ghana, du Zimbabwe et de l'Éthiopie. Voilà ce qu'on peut dire à l'heure qu'il est sur ce forum qui s'achève, je le rappelle, le 4 novembre prochain. On prend la direction de Korogo, à environ 600 km au nord d'Abidjan. Le ministre Amadou Coulibaly y a lancé cette semaine le projet de financement des micro et petites entreprises. C'est un projet qui vient compléter l'offre de financement de l'agence Emploi Jeunes en matière d'accompagnement des initiatives entrepreneuriales. Notre correspondante Ami Sissoko était au lycée au Fouette-Boigny de Korogo pour le lancement. Un nouveau projet d'insertion socio-professionnelle pour les jeunes de 18 à 40 ans est lancé. C'est le projet de financement des micro et petites entreprises, MPE. Un projet pilote pour 16 régions, dont 6 frontalières, financé à hauteur de 2,160 milliards de francs CFA, soit 135 millions par région. À Korogo, il a été présenté à la population par l'Agence Emploi Jeunes et le Conseil régional du Poro, le maître d'œuvre, après les étapes de Dikodougou, Mbengue et Sinematiali. Le projet des micro et petites entreprises répond à 2 objectifs majeurs. Premièrement, offrir une opportunité d'emploi et d'auto-emploi à notre jeunesse. Deuxièmement, occuper sainement cette jeunesse dans ce contexte d'insécurité caractérisé par le terrorisme à nos frontières. Tous les jeunes porteurs d'un projet et ayant un besoin de financement compris entre 1 million et 5 millions de francs CFA sont éligibles au projet MPE. Tous les secteurs d'activité sont concernés. Le président de la République fait beaucoup d'efforts pour nous aider à avancer, à faire des projets. Il faudrait que nous, on change notre manière de voir la vie. Il faudrait qu'on soit entrepreneurs, qu'on soit des personnes qui sont prêtes à prendre le flambeau de la main et puis avancer. S'il y a des politiques qui accompagnent des jeunes pour pouvoir créer les entreprises, les propres entreprises, se rendre autonomes,
Je pense que chaque jeune doit être intéressé par ces projets-là. Le lancement du projet MPE a été présidé par le ministre Amadou Coulibaly. Il y représentait son collègue Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Il a réaffirmé le soutien du gouvernement aux jeunes. À tous ceux qui ont envie de travailler, je veux leur dire que l'État est là pour les accompagner. L'État sera là pour les accompagner. Et l'État, en tout cas, sous la direction et la vision éclairée du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, sera toujours là pour les accompagner. Les formulaires d'inscription au MPE sont à retirer à la mairie de Korogo et les postulants ont jusqu'au 15 novembre pour déposer leur dossier. La Direction générale du budget et des finances poursuit la mission de vulgarisation de la cellule d'information des opérateurs économiques. Et cette semaine, la CELIOP était à Yamoussoukro. Sur place, dans la capitale politique, les opérateurs économiques et les fournisseurs de l'État ont été instruits sur les nouvelles pratiques en vigueur dans le cadre de la transparence dans la gestion des deniers publics. Kader Sogodogo de la station régionale TI Bouaké. La Côte d'Ivoire, dans le cadre de la transparence de la gestion de ses deniers publics, a mis en place la cellule d'information des opérateurs économiques. Cette cellule relève de la compétence de la Direction générale du budget et des finances. Ainsi, les hommes du directeur général Traoré Seydou sillonnent tous les pays à l'effet d'instruire les opérateurs économiques et autres partenaires de l'État de Côte d'Ivoire sur ce nouveau système. La CELIOP a déposé ses valises à Yamoussoukro. C'est un appel aux opérateurs économiques à être vigilants. Si vous avez des bons de commande, si vous avez des contrats, rapprochez-vous de la cellule. Il faut que ça soit un réflexe naturel pour vous d'aller vous assurer de la régularité de ces bons de commande, de l'existence de crédits budgétaires avant toute exécution. E-Requête fait partie des applications présentées qui va permettre à l'opérateur économique d'exprimer ses préoccupations. Quant à e-fournisseur, lui, permet de suivre directement les factures sans l'intervention d'un agent public à partir d'un téléphone portable. Des mesures qui rassurent et qui font plaisir aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de l'État. Depuis des années, les opérateurs économiques qui fournissent du matériel à l'État et leur argent n'est pas payé. Ils se posent des questions. Maintenant que la CELIOP est venue, nous on va suivre les conseils qui ont été donnés pour que nos fournisseurs désormais soient mieux traités. Je peux dire que CELIOP est la bienvenue parce qu'elle va permettre de filtrer beaucoup de choses, puisque déjà elle nous assiste, elle nous donne des conseils et tout ça. La cellule d'information des opérateurs économiques, CELIOP, a pour mission essentielle d'informer, d'assister, de conseiller et d'orienter les opérateurs économiques qui ont des préoccupations, des sollicitations auprès de l'administration en apportant une réponse appropriée à leurs préoccupations en temps réel. À présent, un mot de l'actualité coronavirus. Le virus a touché hier 7 nouvelles personnes et en a tué une. Le nombre total de cas confirmés en Côte d'Ivoire s'élève aujourd'hui à 87 788. Les autorités de santé enregistrent 14 cas actifs et 828 décès. Le cancer du sein, cet autre tueur, est la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Et près d'une femme sur 12 développe un cancer du sein dans sa vie. Octobre est un mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. À cette occasion, la direction générale du groupe RTI a organisé une conférence sur la maladie dans le but donc d'inciter les femmes à se faire dépister. Le reportage de Khalil Diomandé, commenté par Jean-Marc Djadji. En 2020, plus de 1000 décès causés par le cancer du sein en Côte d'Ivoire. Voici les dégâts enregistrés par ce tueur silencieux. Un calvaire que la direction générale de la RTI veut faire éviter à son personnel féminin.
Une sensibilisation est donc initiée en partenariat avec un groupe médical de soins. Durant plus d'1 heure, le professeur Mokhtar Touré instruit l'auditoire sur les risques et les signes évocateurs du cancer du sein. Les facteurs de risque, c'est la puberté précoce avant l'âge de 9 ans, c'est la ménopause tardive, c'est la première grossesse à terme supérieure à 30 ans, c'est une boule dans le sein de la femme. C'est l'obésité, c'est la sédentarité et puis aujourd'hui on parle de plus en plus de tabac. À l'image du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, CNRAO, la Côte d'Ivoire s'est dotée de moyens humains et techniques adéquats pour faire face à cette pathologie. Dépisté tôt, le cancer du sein peut se guérir dans 9 cas sur 10 selon les experts. C'est une information qu'on n'avait pas. Au sortir de cette conférence-là, moi personnellement, je n'ai plus peur du cancer du sein parce que je sais que c'est une maladie que je peux surmonter, qui se traite en Côte d'Ivoire ici. On a beaucoup de dames qui travaillent à la RTI. C'est pour ça, avec la direction générale, on a institué cette conférence. On a appris beaucoup de choses avec le professeur. Et je pense qu'aujourd'hui, nos femmes sont prêtes à faire le dépistage. L'allaitement maternel prolongé, la pratique régulière du sport et la réduction de la consommation d'alcool sont, entre autres, les moyens de prévention du cancer du sein. Le mois d'octobre rose touche à sa fin. Néanmoins, la lutte et la sensibilisation contre le cancer du sein restent une priorité pour le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Après Octobre rose et la mobilisation en faveur de la lutte contre le cancer du sein, novembre est le mois de la lutte contre le cancer de la prostate, pour la bonne santé également de nos hommes. Et pour la santé des populations tout entières sur tout le territoire national, l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire a décidé de créer des conseils régionaux pour être plus proche de tout le monde. Et cette semaine, c'est le conseil régional de San Pedro qui a été installé, l'un de ses objectifs étant aussi la sensibilisation des médecins à beaucoup de professionnalisme. Les précisions de Sam Conan, notre correspondant dans la région. Sensibiliser le corps médical à la pratique de la médecine selon l'éthique et la déontologie, afin de satisfaire le patient. Telle est la mission qui s'assigne le Conseil régional de l'Ordre des médecins de San Pedro, dont le bureau a été investi récemment. Notre mission, c'est d'amener nos amis médecins à pratiquer la médecine selon l'éthique et la déontologie. Mais bien sûr, notre mission, c'est de rassurer les populations, dire que vous avez maintenant, ici à San Pedro, un ordre des médecins, donc toutes vos problématiques peuvent être posées au niveau de cet ordre-là. Pour le président national de l'Ordre des médecins, il s'agit de rapprocher davantage l'Ordre des médecins des populations, tout en envoyant un signal fort à tous les médecins exerçant sur toute l'étendue du territoire national. Il faut que tous les médecins comprennent que travailler sans être inscrit à l'ordre, c'est travailler illégalement. Lorsqu'on a un ordre qui est fort, le médecin sait qu'il y a un recours devant cet ordre qui est le conseil disciplinaire et il fait attention parce que cet ordre-là peut lui enlever, peut lui retirer son droit d'exercice. La population sait qu'elle est protégée par un ordre qui est fort, elle a de plus en plus confiance. L'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire compte 9 465 médecins inscrits. 29 conseils régionaux sur 33 sont investis. De San Pedro, direction Amonvi, ce village qui a célébré récemment le Mouroufié, l'autre nom de la fête de l'Igname. Un moment important pour le peuple bron, une fête qui a réuni plusieurs cadres de la localité, notamment le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani. On suit la correspondance d'Herman Niamia. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, accompagné de certains de ses collaborateurs à Amanvich, le roi des Brons, Nana Adengra Kwasi Adjoumani, qui avait à ses côtés le prince Yao Adjoumani. Fago à l'épaule, il sacrifie ainsi à un rituel de la célébration de la fête de l'Igname en pays Bron, qui consiste à apporter du bois de chauffe au roi pour ses besoins la veille de la célébration. Vous savez que par le passé, le feu avait une importance. C'est ce feu-là qui chassait les animaux, qui permettait de nourrir les familles. Et dans nos prières, nos ancêtres par le passé disaient qu'il faudrait qu'il y ait toujours du feu chez toi. Ça veut dire qu'il faut toujours avoir à manger. Aujourd'hui, c'est l'adoration de nos ancêtres. Je suis allé déposer le bois de chauffe devant le roi pour lui dire qu'en tant que son petit-fils, je me mettais à sa disposition. La fête des Ignames est l'occasion aussi de célébrer la paix
de prier les mânes de nos ancêtres afin qu'ils soutiennent le président de la République, le Premier ministre, parce que sans la paix, aucun développement ne peut se faire. Après le roi des Brons, le ministre d'État, Kobina Kwasi Adjoumani, a également reçu du bois de chauffe des mains des populations. Aujourd'hui, c'est le Mouroufié. 40 jours après que le chef du village de Guendé a goûté à ce tubercule, tout le royaume Bron peut désormais en consommer. Justement, au cours de cette cérémonie, le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani et les autorités présentes ont partagé des repas avec des familles. Je suis heureux parce que je suis de la région. Donc je pense que c'est un symbole fort, un symbole d'union, mais un symbole qui montre également que le développement que nous amorçons, qui vise un peu le modernisme, ne doit pas oublier la culture. Bien avant, dans la matinée, une cérémonie purement traditionnelle a eu lieu à la rivière sacrée. Cérémonie au cours de laquelle les garants de la tradition ont prié pour le président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement. 12 jours après le Mouroufié, ce sera la Daye Kessie, l'occasion pour le roi des Brons qui, après avoir goûté à l'igname sans incident, convie ses chefs de province et son peuple pour communier. Un reportage d'Herman Niamien, notre correspondant dans la région. On n'invite pas la mort, elle s'impose. La faucheuse vient de s'imposer à notre Charles Nokan national. Docteur Charles Zegouagbessi Nokan, ce grand homme de littérature, part à l'âge de 86 ans, nous laissant un riche et lourd héritage, tant ses productions littéraires sont diverses. L'illustre disparu était membre de la prestigieuse ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Serge Pacom Didi. L'écrivain Charles Nokan a définitivement rangé sa plume. Il s'est éteint ce 1er novembre 2022 à Abidjan dans sa 85e année. Grand nom de la littérature ivoirienne, Charles Zegouagbessi Nokan ou encore Charles Nokan fut docteur en philosophie, en lettres et en sciences humaines des universités de Poitiers, Paris et Cocody. Originaire de Yamoussoukro, Charles Nokan aura beaucoup apporté à la littérature en Côte d'Ivoire, cela par la qualité de ses nombreuses œuvres. Violent était le vent, la mort à venir de l'être humain guide sa vie. Les affres de l'existence, le matin sera rouge, la séparation. L'amour est un deuil rouge. La liste n'est pas exhaustive. Bien qu'étant retraité, il continuait d'enrichir sa bibliothèque. Romancier, dramaturge, poète, lauréat du Grand Prix Benadadi en 2014, le décès de Charles Nokan, une autre grande perte pour la culture ivoirienne et pour l'Académie des sciences des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD, dont il faisait partie. Adieu, l'artiste. Et puisque la mort est inévitable, alors oublions-la. Et parlons par exemple d'éducation. Éducation à Saint-Fra dans la Maraoué. Là-bas, on récompense le mérite et l'excellence. Les meilleurs élèves du village de Ndrikro viennent de recevoir des kits scolaires afin de mieux démarrer l'année scolaire 2022-2023. Valeur du don, 2 800 000 francs CFA. Walter Amadou Ouattara. Célébration du mérite et de l'excellence au profit des élèves des écoles primaires publiques. Nous sommes à Ndrikro, situé à 8 km de la commune de Saint-Fra. Des kits scolaires ont été remis aux meilleurs. Madame la Présidente a offert de nombreux kits à nos enfants. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste à travailler. La femme prend soin de ses enfants. Elle éduque mieux ses enfants. Donc, nous souhaiterions que, sincèrement, les filles viennent à l'école. L'initiative est à l'actif de la présidente de l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa. Professeur Thibaut Abiba Sanogo, à travers cette action, soutient les populations qui ont des difficultés à scolariser leurs enfants. Grâce à l'école, aujourd'hui, je me suis occupée de mes parents. Mais c'est dans la base que tout commence. Il faut que les enfants qui sont à la base puissent comprendre l'importance de l'école et pour qu'eux aussi, demain, ils puissent être la fierté de notre pays. Ces actes s'inscrivent dans la vision 2030 Côte d'Ivoire solidaire du président de la République Alassane Ouattara. Le droit à l'éducation est un levier de développement.
L'exclusion de Ouagadougou du programme AGOA, liant la première puissance mondiale aux pays africains, sera effective à partir du 1er janvier prochain. La Maison-Blanche justifie sa décision par l'absence de progrès démocratique après 2 coups d'État militaires dans le pays. Le président des États-Unis, Joe Biden, explique dans une lettre envoyée au Congrès américain qu'il a pris cette décision parce que le gouvernement du Burkina Faso n'a pas fait des progrès continus en vue d'établir le respect de l'état de droit et du pluralisme politique. Or, ces conditions sont nécessaires dans le cadre du programme AGOA. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h.